Salut à tous, titre un peu provocateur, quoique, mais on va voir. RSE, donc, quand la finance prend le contrôle, c'est l'une des questions que vous allez retrouver à travers pas mal des programmes qu'on vous propose à l'occasion de cette 7e édition de Future of Finance. C'est évidemment une question importante. Nicolas Le Tavernier est avec nous, Workiva. Salut Nicolas. Et puis donc deux professionnels de la finance. Antoine Lagoutte. Salut Antoine. Bonjour. CFO adjoint donc pour Ipsos. Maude de Ménard. Bonjour Maude. Bonjour. À cheval, tiens, explique un peu Maude. À cheval justement entre la RSE et la finance. Donc, je fais partie de l'équipe RSE depuis plus d'1 an. Et en fait, auparavant, j'étais dans les équipes finance. Le but est de venir faire le lien entre les financiers et la RSE pour parler performance. Et pour moi, c'est une des infos les plus intéressantes de cette 7e édition de Future of Finance. Le directeur financier de Bell, donc c'est le groupe Bell, Tout à fait. il est Chief Impact Officer. Effectivement, il a et la RSE et la finance dans ses équipes. Et on l'appelle Chief Impact Officer. L'ambition, c'est que chez Bell, tous les CFO, à terme, soient Chief Impact Officer. Il a avalé et digéré la RSE. Les décisions se prennent aux deux prismes. On dit qu'on a deux jambes, Oh. responsable et rentable. Et quand l'une de ces jambes, c'est la finance, ça veut dire qu'il y en a pouvoir une marcher, qui court plus vite que l'autre, non, quand même? Il faut prendre des décisions au regard de ces deux prismes. Antoine, la finance est-elle légitime à revendiquer un contrôle des données extra-financières et pourquoi? Alors, chez nous, on a un directeur RSE donc qui chapeaute vraiment l'aspect, je dirais, politique et faire avancer la RSE. Mais pour nous, c'est légitime parce que la finance, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est là où les gens, je dirais, savent compter et ils peuvent savoir compter des tonnes de carbone comme des euros, comme des dollars, etc. Donc je pense que vraiment, il y a un sens à ce que ce soit la finance qui consolide toutes ces données. Quand on a préparé le truc, tu as prononcé une phrase formidable. Tu as dit on est dans une jungle où une forêt pousse chaque jour. Ça veut dire quoi, ça? J'adore l'image. Alors, ça veut dire que tous les jours, on a des nouveaux besoins qui apparaissent de mesurer tel et tel indicateur. Et ces besoins, ils naissent parce que, soit par rapport à ce qu'on produit, mais aussi par rapport à la façon dont on est mesuré. On est mesuré par plein d'agences de notation. Il y a 7 agences de notation différentes, au moins, je dirais. Il y a les questions de nos analystes, il y a les questions de nos investisseurs, et chacun a son prisme. Il y a les obligations réglementaires européennes. Tout ça s'additionne et tout ça se transforme et évolue très vite en ce moment. Et ça veut dire qu'il faut, comme tu dis, colonne vertébrale, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait un référentiel unique. Et toi, tu penses c'est la fonction finance, forcément. Oui. Qui fasse le tri entre l'ensemble de ces forêts qui poussent tous les jours. Absolument. Les informations, elles peuvent se prendre à différents endroits, mais je pense que la finance a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Maude, tu es parfaitement en ligne avec ça, j'imagine, C'est la du fait vision, de cette double effectivement. casquette très intéressante. C'est la vision qu'on en a et on voit que ça sert en fait les deux fonctions. Le financier, ça lui donne peut-être un nouveau sens, quelque chose de nouveau. Et puis la RSE, ça lui donne du poids dans les décisions, de la crédibilité et ça vient aussi mettre en avant ces sujets-là. Nicolas? Ouais. Nous, en tant que plateforme de reporting connectée, on le constate. C'est-à-dire qu'on voit... Alors, première des choses... Vas-y, tu te mets à quel endroit exactement, justement, dans l'arrivée des infos, la transmission à la finance, etc. Cette plateforme de reporting connecté, elle vient collecter la donnée, peu importe la source de données, donc on est complètement agnostique, on a une 60aine de connecteurs sur étagère. On vient la structurer, cette donnée, pour la reporter ensuite, que ce soit à destination de l'interne de l'entreprise comme de l'externe. On va apporter de la confiance dans les données, parce qu'on n'a pas besoin de la repointer, elle est connectée, la donnée, maintenant, et on va aussi gagner en productivité. Mais ce que l'on constate, parce que nous, notre ADN, c'est le reporting financier, justement. Ouais. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les équipes ESG, on a développé un cas d'usage ESG, bien entendu, et les équipes ESG viennent dans la plateforme, adoptent la plateforme, au même titre que les équipes finance. Il s'avère qu'effectivement, ça va plutôt être une direction financière qui va, on va dire, superviser le nouveau processus du corporate reporting. Voilà. Ce qu'on constate également, parce qu'on recherche toujours le compelling avec nos clients pour justifier un investissement sur une telle plateforme, c'est qu'aujourd'hui, l'ESG est partie intégrante du modèle économique des entreprises. On voit même des entreprises qui ont une nécessité d'être compliant par rapport à un référentiel pour des besoins de financement. Ah bien sûr. Et ça, en ce titre, c'est évident que c'est un sujet qui maintenant est de l'ordre de la performance générale de l'entreprise et sous la houlette des directions financières. Un mot, tu l'as dit d'un mot, mais
ce qui change quand même par rapport aux données financières, c'est effectivement la masse considérable de sources de l'ensemble de ces données. Ouais. Et c'est là qu'il faut la puissance d'une plateforme pour pouvoir toutes les agréger. Exactement. Mon opinion personnelle, c'est même, je suis sûr que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est même que ce processus ESG me semble être même peut-être plus complexe en termes de diversité y a pas de doute. que d'un processus financier. D'autant plus qu'on n'a pas encore des standards absolument figés, loin de là. Au contraire, tout est en train de bouger, évoluer. Et donc la complexité autour de la collecte, de la collaboration, de la création de ces rapports, encore une fois, que ce soit des dashboards, des KPI, des métriques à suivre en termes d'avancement liés à la performance, à des objectifs des entreprises. On parlait en introduction de bilan carbone, en tout cas avant l'émission. C'est fondamental. C'est une vraie jungle, comme tu dis très bien, qui doit être simplifiée. La phrase est superbe. Maud, mais justement, c'est intéressant. Je veux que tu nous racontes comment vous rationalisez cette complexité. Oui, Tout le boulot que vous avez fait chez Bell, justement, là-dessus. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait que les collaborateurs de Bell prennent des décisions au prisme de KPI RSE. Quand on regarde notre reporting ESG, il y a 150 KPI dedans, on se dit que ce n'est pas le bon niveau pour qu'on puisse prendre des décisions dessus. Du coup, avec le COMEX, on a fait ce travail de rationaliser. C'est quoi le KPI, les 5 KPI qu'on veut que tout le monde connaisse. Et donc, on en a identifié 5 qui sont suivis au même titre qu'on suit des euros. Et donc, si je vous prends l'exemple du carbone, qu'est-ce qu'on fait avec le carbone? Donc, on a créé des standards en carbone, comme on crée des standards de coûts de production en euros. Et ces standards, on les fait au moment du budget. Et puis, tous les mois, on fait notre tonnage réel, on les met à jour pour comprendre comment est-ce que va bouger notre mix produit, notre mix géographique, puisqu'au final, on s'est donné en carbone ce que c'est une boîte de vache qui rit, un filet de Babybel. Et après, donc c'est dans le planning de clôture, c'est la finance qui lead. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont réglé le problème en disant on a un prix interne du carbone, ce qui ne règle pas le problème de mesurer l'intensité carbone en fait du produit. Donc le sujet, c'est effectivement une boîte de vache qui rit, vous en avez mesuré précisément l'intensité carbone. On a une idée de par origine d'émissions, d'où viennent les émissions carbone, ce qui fait que quand on vient parler à une marque ou quand on vient parler à un pays ou une usine, ils arrivent à comprendre par rapport au groupe combien j'émets, et si je prends telle ou telle décision, comment ça va faire bouger la trajectoire carbone. Et donc en fait, on vient faire parler ce carbone au moment du budget, au moment des plans stratégiques, au moment de plein de process financiers classiques. Maintenant, on parle euro et on parle carbone. Et c'est le financier qui porte ces sujets-là. Le Chief Impact Officer. Qui fait ses bridges en carbone, enfin qui fait exactement ce qu'il sait faire en euros, sauf qu'il le fait en carbone maintenant. Antoine ? Alors chez nous, on a défini 9 indicateurs. En fait, ils ont été définis. On a un comité RSE qui est une émanation du conseil d'administration. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on a défini ces 9 indicateurs qui sont connus dans tout le groupe parce qu'on les diffuse et on les publie vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a évidemment la question du carbone, mais on est une société de services, donc ce n'est pas forcément l'élément le plus important. C'est ça qui est intéressant, tout à fait. Sur l'impact de la société elle-même. Donc on a défini plutôt des éléments qui sont des éléments sociaux, c'est-à-dire le nombre de femmes dans les organes de direction, et ça en allant assez loin dans les niveaux qu'on mesure. C'est également le taux de rotation du personnel. C'est est-ce que nos employés sont contents chez Ipsos? Et ça, on sait mesurer ça parce qu'on mesure ça aussi pour d'autres entreprises. Donc on a, c'est le rôle d'Ipsos de savoir mesurer les choses. Donc on a aussi un KPI équivalent sur comment dans les autres sociétés, les employés se sentent, est-ce qu'ils se sentent engagés ou pas. Et donc on peut se mesurer par rapport à ça. Donc ça, c'est l'aspect social. On a un aspect sociétal où là, on va mesurer en fait ce qu'on consomme, c'est-à-dire vis-à-vis de nos fournisseurs. On va faire en sorte qu'on utilise des fournisseurs qui soient compatibles avec UNGC. Et puis, on a la partie plus environnement, bien sûr, qui compte aussi. Mais Antoine, notre sujet, là, c'est... Prenons justement les KPI sociaux. Ouais. Taux de démission, gender equality et le taux de satisfaction des salariés. C'est la RH qui gère ça. Alors, ça remonte à la finance, c'est-à-dire toi, directeur financier, tu regardes ces indicateurs-là? Oui, bien sûr. C'est partagé avec la RH, mais et aussi c'est aussi le fait que tout ça est audité, tout ça est contrôlé après. Et ça peut être des cabinets d'audit ou ça peut être d'autres sociétés reconnues pour mesurer ça, mais il n'empêche que on travaille plus facilement, enfin on est en relation avec des auditeurs tous les jours, donc ça c'est un aspect important aussi.
Et donc tu considères qu'à partir du moment où ça peut être audité, la finance doit s'assurer de la pertinence de ces chiffres, Oui, il y a une légitimité de ce fait-là, je pense. Dernière question, c'est qu'est-ce que vous attendez des éditeurs, justement Workiva est là, qu'est-ce que vous attendez des éditeurs sur cette question? En quoi est-ce qu'ils peuvent vous aider à progresser dans la collecte, la hiérarchisation de l'ensemble de ces données? Je commence. Oui. Vas-y. J'aime bien l'idée de la jungle, parce que quand je vois tout ce qui arrive au niveau européen, aux USA, avec la SEC, ce qui arrive avec l'ISSB, là on a un petit bout avec la taxonomie, mais donc il y a une jungle de demandes de reporting et de KPI qui vont arriver. Je crois qu'il y a 500 KPI qui vont être demandés sur les 13 reporting demandés. Donc je pense que vraiment la plateforme doit pouvoir aider à structurer, à mettre en place des process et à faire qu'une donnée, quand on la sort, on est très à l'aise avec des workflows de validation, d'où vient la donnée, qui l'a structurée, qui l'a validée, pour se dire je la sors et j'en ai 500 à sortir et je suis à l'aise parce que je vais être auditée. Ouais. Donc je pense que vraiment la plateforme peut aider à mettre en place toute cette manière de travailler. Antoine ? Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je pense que vraiment, il faut qu'on puisse retrouver tout le chemin d'audit. C'est des choses qu'on a appris comme en finance. En finance, il faut pouvoir retrouver tout ce chemin d'audit. Et puis, je pense qu'il faut aussi avoir des informations qualitatives, parce que souvent, la donnée est pas... elle peut être obtenue par estimation, elle peut être calculée de telle et telle façon. Et je pense qu'on a besoin aussi de retrouver tout ça sur toute la chaîne d'information. C'est-à-dire, tu voudrais même qu'on puisse écrire des commentaires voilà, autour exactement. de la donnée. Je pense que c'est important. Nicolas, est-ce que tu... c'est super. Vous avez très bien pitché Workiva, effectivement. Oui, et puis la feuille de route, elle est déjà... Nous, aujourd'hui, la feuille de route, elle va plutôt être maintenant sur le pilotage. Elle est déjà mise en place. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est référentiel, standard, Scope 1, Scope 2, Scope 3, bilan carbone, tout ça, c'est standardisé aujourd'hui dans la plateforme. Les référentiels... Scope 3 standardisé ? Ah oui, tous les calculs sont standardisés. C'est des choses qui sont communes. Donc maintenant, on part de quelque chose qui est existant dans cette plateforme. Les référentiels, les majeurs, les 5 principaux, on est partenaire d'eux, donc on les fait évoluer dans la plateforme. C'est du cloud, donc ça évolue naturellement. La donnée, donc, de sa collecte, son industrialisation, sa traçabilité, son auditabilité, attacher des pièces jointes, des commentaires, tout ça, c'est en place depuis bien longtemps parce que, en tant que plateforme de reporting financier à la base, on le fait très bien. Maintenant, là où nos clients nous challengent et nous ont challengé, et c'est super, c'est sur l'aspect pilotage. C'est pour ça qu'on a mis en place un programme, ce qu'on appelle un programme ESG. C'est-à-dire aspect pilotage. C'est-à-dire en fait avoir la capacité, comme le disait Maud, d'avoir des métriques, des KPI et de suivre son avancement quasiment à 360 degrés dans l'entreprise. C'est-à-dire par rapport à un objectif donné, par rapport à un objectif lié à une agence de notation, par rapport à un objectif lié de remonter de la donnée en termes de workflow, par rapport à des objectifs liés à des rapports en particulier. Donc vraiment de une vision. Paramétrer soi-même son propre petit, enfin petit ou gros d'ailleurs. Encore une fois, on ne part pas d'une feuille blanche. On a développé ce programme ESG pour être en capacité justement d'avoir vraiment une vision à 360 degrés de ces métriques majeures en fait qui sont partagées aux agences de notation, aux rapports internes, aux rapports externes, à des dashboards, etc. Donc ça, c'est en place également. Et c'est l'avenir d'une certaine manière, comme la finance, où on a mis du temps d'ailleurs à réconcilier le réglementaire et le pilotage. Là, on est déjà dedans, on n'attend pas. C'est l'un des sujets d'ailleurs dont on parle à l'occasion de Future of Finance. Vous verrez ça si ça vous intéresse, notamment sur les risques. Et c'est le directeur des risques de Carrefour, ancien financier d'ailleurs, qui dit très justement sur le reporting financier, la structuration du reporting financier. En gros, depuis un peu avant l'année 2000, il y a eu 20 ans pour le faire. Sur le reporting de l'extra-financier, il faut 3-4 ans. Donc, oui, voilà. C'est vrai. C'est ça, ça s'accélère. Moi, je suis un petit peu inquiet pour les directions RSE quand même, Maud. Je ne vous cache pas. Ils garderont la vision. La vision, c'est la DG qui va... Ça va devenir tellement important pour l'entreprise que la stratégie, elle va être définie par la DG et la mise en œuvre contrôlée par la finance. Moi, je pense que ça leur donne c'est pas notre sujet, mais ça leur donne du poids. Je suis convaincue qu'il faut vraiment avancer à deux. Oui, et je vois vraiment dans la manière dont on travaille, on y a vraiment tous gagné. La RSE, ça lui donne du poids. La finance, ça lui donne du sens. Et on avance tous les deux ensemble. Enfin, les deux équipes ensemble, c'est vraiment hyper puissant, en fait. Magnifique.
Antoine, d'accord avec cette vision? Nos sponsors sont les équipes ESG. Oui. Sur le cas d'usage ESG, nos sponsors sont les équipes ESG, avec évidemment un processus commun de corporate reporting. Soyons pédants 2 secondes. Cusco et tandem, disait l'autre. Jusque à quand Et je me permets juste une toute petite aparté. On a besoin de l'équipe RSE pour faire monter en compétence les financiers. Parce que c'est vraiment des nouveaux sujets, donc il faut sensibiliser. C'est quoi le changement climatique? C'est quoi le carbone? C'est quoi l'engagement des collaborateurs? Pourquoi c'est important? Finalement, c'est l'équipe RSE qui a cette vision et l'ambition pour le groupe et qui peut venir faire grandir aussi les équipes RSE. On aura besoin Antoine, d'eux. le mot de la fin. Je pense que oui, il y a un côté politique et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait avancer ça, mais qui soit en dehors de la finance, moi je dirais, parce que c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, mettre de côté les contingences et après on servir va penser... d'aiguillon, tu veux dire? Voilà, exactement, ouais. Savoir challenger, savoir pousser et après on va s'organiser, bien sûr. Merci Antoine, merci Maude, merci Nicolas, merci à vous de nous avoir suivis. Tous nos programmes à votre disposition sur la plateforme Future of Finance.